d'instruction qui est peut-être jamais venu en Afrique. Il aurait pu interroger par le biais du ministère des Affaires étrangères pour savoir, mais au Congo, y a-t-il eu telle affaire, y a-t-il une procédure? On lui aurait répondu. Peu importe, qu'il l'ait su ou pas, il décide de se saisir. Alors, à ce stade, il est en France. La France a introduit dans son droit interne des dispositions qui lui permettent qui permettent à ces magistrats de se déclarer compétents pour pouvoir statuer. Les conditions vous seront développées tout à l'heure d'une manière très précise. Et lui, il démarre son instruction. Avec toutes les difficultés qui vont se présenter à lui, il faudra des commissions rogatoires, il faudra qu'il se déplace pour venir au Congo, pour voir quels faits sont établis, et écouter les témoins qui sont ici. Ils ne vont pas faire partir tous les témoins en France. Bref, ça sera très difficile. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir deux juridictions saisies en même temps. Le Congo est régulièrement saisi avec ses instances compétentes. La France, avec le principe de la compétence qu'elle s'est attribuée dans son droit interne, est saisie. Il n'y a pas de problème. Les deux procédures vont suivre leur cours. La première est plus ancienne. La saisie n'est plus ancienne aussi, 29 août 2000, comme je vous l'ai dit. La seconde, du 23 janvier 2002. Il y a un juge qui est ici, qui poursuit son instruction et qui a la possibilité d'entendre les gens qui sont sur place. Le juge est sur place. Son instruction avance. L'autre, il est bloqué. Parce qu'il ne peut pas venir sur place, il ne peut pas entendre les témoins. Le seul qui avait pu entendre n'est plus sur place. Bref. Il permet de venir, vous lui ouvrez les portes comme ça, hein, il viendra faire son enquête sans problème. Vous savez, les commissions rogatoires, ce sont des procédures. Les demandes seront faites et les autorités compétentes répondront. Moi, ici, je ne peux pas préjuger de ce que dira telle ou telle autorité qui serait saisie d'une demande d'un juge qui voudrait venir. Ça, ce n'est pas à moi de répondre. Mais je voudrais terminer pour dire ceci, ce qui est important en réalité. Les deux juridictions sont saisies. Celle du Congo, sa compétence, elle est claire. Elle ne peut même pas être contestée. Ceux qui essaieraient de le faire, ça serait même curieux parce que ça voudrait dire qu'on dénie toute souveraineté au Congo. Et ça justifierait même que le Congo ait saisi la Cour internationale de justice pour obtenir les mesures qui certes ont été rejetées, mais au moins le Congo, vous voyez les motivations. On ne peut pas accepter que la souveraineté du Congo soit déniée à ce point. Nous avons nos tribunaux. Ouais. Ce que je terminerai pour dire ce qui est important. Ce qui est important. Vous voyez, c'est tellement des problèmes. C'est la souveraineté du pays qui est en jeu. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que cette affaire va bien falloir qu'elle soit jugée un jour ou l'autre. Ouais. Mais ce que je voulais et dans la procédure, je pense que vous aurez des éclairages, je ne vais pas monopoliser la parole, mais dans la procédure qui a donné lieu à cette ordonnance de la Cour internationale de justice, vous verrez que même la France, par le biais de son garde des Sceaux, a reconnu, en écrivant, le garde des Sceaux de la France a écrit à son homologue au Congo pour reconnaître la compétence de la juridiction congolaise, tout naturellement, mais surtout pour rassurer le garde des Sceaux de la République du Congo qu'il allait avertir le procureur général en France pour l'informer qu'il y avait une procédure pendante au Congo pour que ne soit pas heurté le principe de la règle non bis in idem. Et là, je vais vous la citer parce que ça a l'air d'être savant. Il vaut mieux citer, c'est très court. La règle non bis in idem, c'est une formule latine qui exprime le principe selon lequel une personne déjà jugée pour un fait délictueux ne peut être poursuivie à nouveau pour le même fait. Donc, ici, toute la question va consister à savoir demain, dans l'avenir. Il y a deux juridictions saisies, mais il ne faudra pas que les personnes soient jugées deux fois. Ou poursuivies deux fois. Bref. Merci, c'est déjà nettement clair. C'est là où justement nous voulions en venir. Voilà, le dernier point. Le dernier petit point. Du grand chapitre 3. C'est bien sûr les conditions fixées sur la compétence universelle de la justice. Hein. Là, effectivement, on va se retourner en se remémorant, en se souvenant de ces propos de certains autres avocats de la partie accusante. Hein. C'est bien sûr la Cour internationale lorsqu'il y a eu certaines déclarations allant à l'encontre du droit international et qui enfreignaient certainement le bon fonctionnement de ce même droit, alors qu'ils avaient toutes les capacités, les compétences en France de juger effectivement certains prévenus. Et il semble que le droit international prend le coup lorsqu'on cite effectivement la situation du Nicaragua, ces petits couacs de fois survenus comme ça au niveau international dans différents pays, ainsi de suite. Alors le droit international, par vous, M.
Mavila, les conditions fixées sur la compétence universelle, que peut-on savoir? Non, juste avant d'aller au fond de la question que vous me posez, je tiens à vous dire que sur les violations du droit international, il ne faut pas trop s'en émouvoir parce que les violations du droit se font tous les jours, même au niveau interne, surtout au niveau interne. Au niveau international, c'est des cas rares, mais c'est des cas bien sûr graves. Je reviens à la question que vous me posez sur la compétence universelle. La compétence universelle est un principe de droit international public, mais sujet à débat, un peu comme lorsqu'on a parlé dans les relations internationales du droit d'ingérence ou du devoir d'ingérence. Des débats qui allaient dans tous les sens. Mais à propos de la compétence universelle, vous avez à remplir deux conditions fondamentales. La première, c'est que vos juridictions nationales reconnaissent l'existence effectivement de cette compétence universelle par des textes. Et la deuxième condition, bien sûr, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une convention internationale. Mais dans le cas d'espèce, le cas qui oppose le Congo à la France, nous pouvons poser ces questions. Est-ce que les deux conditions sont remplies? Je dis oui, parce que dans le cadre français, il y a le Code de procédure pénale, qui à l'article 689.1 dit que toute personne soupçonnée d'avoir participé à des crimes, par exemple, et se trouvant en territoire français, peut être poursuivie. Donc, le Code de procédure pénale français reconnaît cette compétence universelle. Deuxième situation, c'est l'article 689.2 qui vous dit qu'effectivement, il y a une convention internationale, c'est la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture, contre les traitements inhumains, dégradants et autres peines. Donc les deux conditions fondamentales, c'est bien celles-là qu'il faudrait remplir. Si c'est fait comme ça, M. Mavila, pourtant le général Dabira bénéficie encore d'une présomption d'innocence. Mais ayant une résidence en France, il a été interpellé par le tribunal de Meaux. Y a-t-il pas eu antinomie? Il se trouvait en territoire français. Attention, la condition de la résidence n'est pas unique. L'article 689.1 dit bien « se trouvant en territoire français ». Toute personne suspectée dans une affaire. J'éviterai de citer les noms, parce que lorsque nous enseignons, nous invitons de citer les absents. Mais je vous dis, est-ce que dans le cas d'espèces que vous citez, les deux conditions ne sont pas remplies? Je vous dis que les deux conditions sont remplies, sauf si, effectivement, vous bénéficiez des immunités que nous venons d'indiquer. Le président Kabila, feu Kabila, je voulais dire, se trouve en Belgique lorsqu'on tente, effectivement, une procédure contre lui. Mais il y a, effectivement, à reconnaître tout simplement l'immunité du chef de l'État. Donc, il n'est pas possible de s'en prendre aux personnes qui bénéficient de ces immunités. Mais je répète et je résume que les deux conditions de la compétence universelle, malgré tout le débat qu'il y a autour, il faut les remplir en reconnaissant dans votre droit national cette compétence universelle et bien sûr en vous basant sur une convention internationale comme celle que je viens de citer. Blaise, on a épuisé là le chapelet de nos questions, peut-être que vous en avez la toute dernière. Oh non, je crois que, non, je crois que nous avions tout épinglé là. Question de conclure certainement. Parole maintenant à M. Bouvakani, en sa qualité de ministre aussi, n'est-ce pas? Oui. Certainement qu'il a un conseil à donner à tous ces Congolais qui sont en France, qui ont saisi le tribunal de Meaux, ou encore à ces autres Congolais qui sont sur place et qui, pour les questions de souveraineté, devraient effectivement être à la pointe de l'actualité pour savoir ce qui se passe au niveau du tribunal international, parce qu'on n'est pas à la fin, effectivement, de notre requête. Qu'est-ce que vous pouvez leur adresser comme message, comme appel, comme conseil? Cher monsieur, je n'ai pas de conseil particulier à formuler à l'endroit de tel ou tel autre compatriote. Je pense que c'est vous-même qui avez fixé le cadre de cette émission. C'était d'informer. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, Maître Ngaliba, le doyen Mavila et moi-même. Non pas en recherchant par-ci, par-là des arguments, mais en essayant de voir la décision qui a été rendue. En essayant de la situer, en dégageant sa nature, en essayant de voir quels sont les éléments qui peuvent aider à une meilleure compréhension de la question qui nous préoccupe. Au regard de cette décision telle que nous l'avons examinée aujourd'hui, une chose est certaine, c'est que les autorités congolaises ont abordé ce dossier depuis le début avec confiance et avec sérénité. Aujourd'hui encore, c'est ce même état d'esprit qui domine.
Je vous remercie. D'accord. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour cette tribune spéciale sur le verdict de la Cour internationale de La Haye, la Cour internationale de justice, bien sûr, à La Haye, c'est en Hollande. Alors, nous avons été donc avec les hommes de droit, vous les avez suivis un à un sur les questions qui sont sous-jacentes effectivement à ce verdict, qui en fait a été une décision rejetée par cette même Cour qui a fait penser à certains que c'était un échec pour l'État congolais, pour certaines autorités, une victoire pour les opposants. D'autres ont pensé que c'était dos à dos, remettre les deux parties comme ça. On les retrouvera certainement prochainement à la fin de cette procédure engagée au niveau de la Cour internationale de justice. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion. Au revoir.